J'entends encore le son des haches, des scies qui mordaient le bois, les appels des hommes, leurs échos dans l'air sec, les pas des chevaux. Les années de pluie, de sécheresse, la peine, les chansons, tout est écrit dans les cernes de l'arbre. Voilà comment je retrouve le menuisier, mon père, mon berceau, les copeaux, les outils conçus il y a des siècles, avec leurs mots, leurs gestes pour les guider. Ce savoir ne m'a jamais abandonné. Plus tard, je quittai les forêts des Hautes-Alpes pour tracer mes premières épures et devenir compagnon menuisier à l'âge de 19 ans. La nuit et le froid de la guerre étaient inscrits dans les fibres de l'arbre, un nouveau monde commençait. Les outils qui m'accompagnaient, déjà concurrencés par la mécanisation, s'effaçaient rapidement devant les machines du plan Marshall. Aujourd'hui, d'étranges robots à commande numérique tracent des escaliers dont la réalisation était un art. Comment se résigner à voir s'effacer les langages des arbres et des outils, leur mémoire du temps, l'amour de l'ouvrage construit peu à peu. Comme l'homme apprend des arbres à trouver dans quelle direction continuer à marcher, transmettre mon savoir à une autre génération, ultime devoir du compagnon, me ramène une fois encore sur le chemin de l'arbre à l'ouvrage. Les arbres montrent le nord, ça c'est vrai. Mais parfois ils vous font faire de singulières rencontres. Celle de Louis par exemple. Mon voyage, dans ses souvenirs, commença à la naissance de l'arbre. Une fleur, une abeille, un coup de vent, et voilà qui prend racine, pour le meilleur et pour le pire. Ne pas être étouffé par les autres, ou malade, contaminé, arraché, incendié, foudroyé, pollué, et à peine sorti d'affaires, l'homme le coupe pour faire des meubles. Louis me faisait sentir leur parfum, écouter leur respiration. De sa mémoire et de celle des forêts de Mélèze, me parvenaient les sons d'un monde proche et lointain à la fois. Et comme je suis très curieux, le voyage continua. Voilà un exemple typique de la vie d'un arbre. Celui-là a vécu toute sa vie sur cet immense plateau de l'Auréac. Et puis, la pourriture a commencé par le cœur, s'est dirigé vers l'extérieur, vers l'aubier, et il s'est effondré. Il s'est effondré comme un être humain, comme un homme usé. Regarde ce trou. C'est un pivert qui l'a fait dans l'écorce, et il va déposer ses graines pour ses réserves d'hiver. Regarde, où il est venu mettre une pigne de mélèze. Il faut le faire, hein? Tiens, voilà un bel arbre foudroyé. Ouais. Bien pro. Manca kugiami. No, Manca. oh. Un buon antaio, vai.
On aurait bien dû commencer il y a un moment. Oh, ben ouais. Vas-y, ouais. On l'a déjà gagné, même si tombe pas tout de suite. Au mi-temps, hein. Allez. Olha só, hein? Ah, oh, oh. Oh, bijou. Allez, viens. Oh, les bosquetiers! Oh, de aqui, lá. Oh, ouais. Ouais, mon oncle. C'est comme ça. Ouais, ben. Ah, voilà, Eh ben, Robert. Louis, c'est bon signe, c'est que le marché remonte. Hein. Voilà. Ça va, Louis? Je vous présente mon apprenti, là, qui va rentrer à l'entreprise. Ah, ben c'est bien. Et La bonne école. c'est le pièce que tu m'as réservé, ça? Ah, ben, on est tout, hein. Il n'y a pas plus que ça, hein. Tu crois que je vais te faire les meubles avec ça, moi? Oh, on peut rien de joli de meuble, ouais. Ah, sur un Ça art, va passer dans vos mains. avec les nœuds que tu m'apportes, là. Oh, mais- C'est ça qui donne le charme, hein. Les nœuds, faut pas que ce soit uni. D'accord. Bon, alors, vous cassez qu'on charge un peu, là, parce que moi, j'en ai besoin, là-bas, la Syrie. Ouais, ben ouais, ça va se faire, hein. Dans la suite, hein, on va y aller, hein. Moi, Alors, je dirais ben, que- peut-être y penser, parce que... Que le prix concorde, hein. Ah, Faut toujours pas qu'on va tomber d'accord, on a Oh. toujours travaillé ensemble. Normalement, Moi, j'ai hein. travaillé avec ton père pendant des années, alors il n'y a pas de raison que ça ne se continue pas. ah, mais faut... Tu es d'accord? Ça soit un peu dans... Pas toujours dans le même sens, Ouais, quoi. je vois que les chiens font pas des chats. Faut partager Ouais. la poire, hein. C'est toujours pareil, hein? Ouais. Oh, oh. Allez Robert, plume-moi un peu Ah, cette ben, bille là. calme-vous, Ah. ouais. Allez. Bien que la hache coupe plus guère. Ouais, soyez. Que n'y en enlève pas trop. Oh, faut pas bien enlever, hein. On tourne ou c'est bon, Louis? Allez, Ah, c'est bon. chut, dégommant, pas. Allez. Ouais, c'est vrai. Ouais, un peu que fai aqui, hein. Aïe, aïe, aïe. 80, tu es d'accord? Ah, ouais, 80. Ah, ouais, ouais. Vous tirez toujours du bon côté. C'était juste avant le 90, hein. Les 4 mètres, la même chose. Nous sommes d'accord? Ah, ouais. Allez, chargez.
Gagnez un peu. Allez, gagnez un peu. Allez, Allez, encore. c'est bon. Et voilà. Impeccable. Tiens. Ah, c'est sûr, c'est vrai. Donne-la pas trop. Allez, à la prochaine. Allez, ciao. Allez. Quand je pense que de nos jours l'hélicoptère emporte les troncs d'arbres au-dessus des forêts, mais l'homme, pour transporter les billes de bois, a toujours fait preuve d'un esprit très inventif. Écoutons avec lui ce qu'en dit la montagne, ou plus exactement, le câble qui en descend. Oh, oh. Hey, oui. Oh, oh. Alors, oh, oh. Hop. Là. À piquer. Allez. Allez. Oh. Allez. Oh. Et il va. Oh. Et il va. Il va. Garantie rien. Non. On reprend celle-là. On va le faire passer là. Là, il va. Oh, hop. Oh. Hey. Oh, oh. Hey, Voilà qui n'est pas de tout repos. Très dangereux les jours de pluie, en tout cas. Mais Louis nous réservait une autre surprise. Faut leur faire des trous là aussi pour que ce soit mieux. Un petit plus à mon chef. Ah, vous en avez un? Voilà, comme ça là. Voilà, faut aller là. On y va? Et oui, tous les moyens furent bons pour transporter les grumes. Assemblées au moyen de branches de noisetiers tressées, elles descendaient régulièrement sur la Durance jusqu'au début du XXe siècle. On emportait toutes sortes de marchandises sur les radeaux, qui fournirent ainsi le bois de construction des maisons de nombreuses cités provençales, et les mâts des navires.
Sur place, dans les vallées, les billes ne restaient pas longtemps à l'air libre avant d'être sciées, afin de n'être ni desséchées ni attaquées par les insectes. Les sieurs de long entrent alors en scène. Alors, les Sayaki. Au revoir. Ça fluste. Salut l'ancien. Ah, va tout bien? Oui. Salut Claude. Ça va, Bob? Salut Jean. Alors, qu'est-ce que vous ça allez faire de beau avec ça? On va faire quelques planches, il faut refaire le plancher de la cave. Ah bon? Et qu'est-ce que vous allez faire comme épaisseur? Du 40, 45. Oui, le destiné à 40-45. Ah ben, ça a l'air de tailler, hein? Il y a de belles esquisses là. Hein? Alors maintenant, tu vois, on va battre la ligne. Ils vont se tenir le plus parallèle possible. Quand vous êtes bon, vous me le dites. C'est bon. Et voilà. Bon? Allez, maintenant ils vont pouvoir équarrir. On allait premièrement chercher les grumes en forêt. Les grumes qui nous étaient attribuées par les coupes à fougères. Et c'est dans ces coupes à fougères qu'on essayait de tirer un morceau qui était à peu près approprié à faire les planches. On disait en patois, en taillard. Pour les besoins des étables, les bergeries, faire les mangeoires, faire le coin des cochons qui sont des rongeurs de bois, il fallait chaque année recommencer à faire les planchers des cochons. Donc on était obligé de se trouver des planches et de se les faire par nos propres moyens. Allez de long. La chèvre était faite pas de père en fils, mais enfin la chèvre durait. Ça dure ça. Ça s'use Ça pas. ne s'use pas ça. Ça s'use pas. Ça servait entre voisins. Ça servait pour le village presque. Et on faisait ce travail-là, notamment en hiver, lorsque le bois était plutôt gelé. Premièrement, parce que le bois était gelé, bon, il avait tendance à moins mener la scie, c'était plus facile à tirer droit. Et deuxièmement, comme c'est un métier qui réchauffe de lui-même, avec la température, on résistait mieux. À part les mains, le restant, ça chauffait. Comme outil, la hache, premièrement pour l'équarrissage, et deuxièmement la serre qu'on appelait en patois. C'est une lame comme un passe-partout, avec un montage en bois pour permettre à deux gars de s'en servir, un au-dessus et un au-dessous. Celui d'en haut s'appelle le chevrier, c'est celui qui mène, et celui d'en bas s'appelle le renard. Le renard, pour nous, c'était plutôt la partie haute. Et dans la journée, un scieur normal se faisait facilement 6 mètres carrés, ce qui correspondait à un fil. Voilà. Enfin, la mesure locale était appelée le fil. On arrivait à faire un fil et demi par jour. Donc ça, c'était des records, si on peut dire. Lorsqu'on arrivait dans un nœud, en particulier, lorsqu'on sciait un morceau de sapin, lorsqu'on arrivait dans un nœud, qu'on était bien lancé à scier, tout d'un coup, ça accrochait sur le nœud, tac, un coup de nez sur le renard. Voilà, exactement. Et celui d'en bas, lorsqu'il montait la scie, d'un coup ça accrochait, c'était son menton qui était fendu par la lame. Rien de plus dur qu'un nœud de sapin. Ah oui, je pardonne à tout, sauf au nœud de sapin. Il faut le sapin. Alors vous en faisiez combien de mètres carrés par jour? Ah ben, 6 mètres carrés, Et ça- environ, Ça correspondait à quoi? au fil. Un fil, c'était l'unité fil. de mesure. C'est l'unité de mesure de métier. D'accord. Et celle-là, comment vous l'appeliez? On l'appelle la maigre, Pourquoi? parce que ça faisait maigrir. Eh bien allez, on va essayer tous les deux. Allez, tchada. Ça faisait couler les gouttes. D'accord, allez. Eh, c'est tout droit, hein? Ah ben, c'est Alors, voilà. Et vous faisiez quoi quand vous aviez mon âge? ben, quand je faisais ça, Là, le scieur de long, uh-huh.
Et puis le matin et le soir, soigner mes bêtes. Il fallait ramasser le foin, il fallait labourer, il fallait semer. Et maintenant, on ramasse un peu les foin, puis c'est tout. On ne se côté pas. Tu filais, puis c'est tout. Et on m'a d'être crevé jusque-là, attends, tu filais. Grâce au cours d'eau, les hommes inventèrent des méthodes de sciage moins fatigantes. Tu vois, dans cette série, je venais étant enfant avec mon père chercher du bois. Voilà la plaque d'écoville qui servait à tourner le chariot. Voilà les rails qui servaient à amener les billes de bois sur le chariot. Écoute, l'eau passe encore tout près. Elle faisait tourner une roue à robe qui actionnait une bielle, et la bielle entraînait la scie dans un mouvement alternatif. Voilà pourquoi on dit scie battante. Tu vois, ce mécanisme manuel est destiné à amener la bille devant la lame de scie. Quand ce travail est fait, on va mettre l'avance automatique au moyen de notre débrayage. On tire sur la ficelle, on le bloque, et une fois que le fil sera terminé, on relâchera notre embrayage et on fera un retour plus rapide au moyen de la vis sans fin que tu trouveras là. Regarde, le mouvement alternatif du bâti se fait dans des coulisses, tout en bois. Et tu vois, c'est du cormier, c'est un bois très dur dont on se sert aussi pour faire nos outils. T'as vu le sous-sol là? Tu aperçois la roue à aube? Il doit y avoir des richesses là-dedans, dis donc. Qu'est-ce que tu en penses si on allait faire un tour? Allez, chiche. Tu as vu cette petite merveille de roue à aube? Elle est actionnée par l'eau descendante de la goulotte. Ses joues sont en bois. Regarde cette poulie. Et cette courroie de 15 cm de large, tu vois, et elle fait 12 mètres de long dans ce tenant. Hein. C'est ce qui va permettre de transmettre ce mouvement qui est destiné à faire avancer le chariot qui supporte les griffes. Et de ce fait, tu vas régler tes épaisseurs de sillage. Et tu vois, le mouvement. On est même. Il est composé de 2 bras, d'un sommier, d'une tige tendeur pour faire bander la lame. D'accord. Tu vois, cette petite scierie faisait beaucoup de sillage en façon. Tu vois, une bille qui est sciée. Voilà donc les billes de rive, les dosses, la planche de cœur. Tout ça, on additionne. On a un développement multiplié par la longueur, multiplié par l'épaisseur des planches que le client a demandé. Ça nous donne 2 mètres cubes. Et ce mètre cube sera payé au scieur. T'as compris? Ouais bon, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. Et Louis est à mettre comme on n'en fait plus, c'est certain. Revenons à la scie battante. Par chance, il en reste encore une en fonctionnement tout près d'ici, dans la vallée de la Guisane. L'occasion de rencontrer Paul. C'est là 27 ou 30. Moi j'ai donné un coup de tombée, c'est pas la peine de trop corser. Eh bien, vas-y, allez. Mets ta calme, mon gars. On va mettre le trinque-balle, mais un peu plus chargé en avant pour pas que la descente est plus pratique. Hein. Ça forcera moins. Ça forcera moins. Bon. Alors vas-y Louis, lève la flèche. Oui. Je vais attacher dessous la bille. Là. Voilà, c'est bon. Hein. C'est bon? Attends. Monte un poil. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Attends, je vais te faire un tourment, hein, en sécurité. Voilà. Tu passes? Ah ouais, c'est bon. Allez, on y va. On va aller. Après, tu payes un canon, Paul. C'est la descente. C'est bon. Allez.
le dos là. Attends, on peut le faire pivoter. On va le faire pivoter, hein. Comme ça, un peu comme ça, voilà. Allez, rip. Allez, Louis. Et quel était le genre d'alimentation de force motrice pour ces battants? Bien, il y avait une prise d'eau sur les guézanes pour faire tourner la turbine. Et il y a un canal où il y a même pas mal de truites. Bien, tu vois bien, là, avant, tu avais la turbine, là. Ouais. Avec le retour d'angle, là? Ouais, voilà, tu avais le rouet qui entraînait cette transmission-là. Et la courroie était mise sur cette poulie pour entraîner la battante, là. Voilà. Et ton système c'était toujours le même système? Ah, là, ben ça a l'embrayage? toujours été le même système d'embrayage. Après, tu revenais au point mort, Ouais. et tu avais l'avance du chariot en avant pour libérer la bille en avant. Et tu mettais combien de temps pour scier une bille Oh, comme ça? pour scier une bille comme ça, il faut 1h15 à peu près. Et à la fin de la journée, tu ne devais pas beaucoup en faire. Ah ben, à la fin de la journée, tu étais un mètre cube dans la journée, hein. Tu avais bien travaillé. Mais tu avais déjà pas mal travaillé. Bien travaillé. Voilà. À toi, Louis. À moi de là. Allez. Je vais courir. Une fois scié, le bois doit sécher. Dans notre région, la bille de mélèze était le plus souvent reconstituée sous la forme d'un plot. C'est-à-dire qu'on a scié une bille, on la reconstitue, on la met sur des chantiers, on met des lithos bien superposés pour permettre la ventilation. Il faut pas que le bois Ailleurs, travaille. selon les usages, on empilait le bois de différentes façons. Semi-vertical, en carré, en triangle, en épi. Le temps de séchage impose la patience au menuisier. Il devra compter en moyenne 1 cm par an, avec un cas particulier. Les noyers, on ne les coupe pas, on les arrache. On les arrache pour garder toutes leurs racines. Tu vois ce noyer? Il y a 200 ans. Il a été coupé il y a 1 an, 1 an et demi. On va bientôt pouvoir le scier. Pourquoi on ne le scie pas avant? Parce que toute l'évaporation se fait par le haut. Regarde la preuve. Voilà encore de la sève. Hein. Alors tout au long de la bille de pied, on va tirer du plaquage. Et ici, on va envoyer ça à la tranche au massicot. Et on va en tirer de la belle ronce de noyer. Tableau de bord des Ferrari. Marqueterie. Ça, c'est une galère. Pourquoi une galère? Parce que c'est un outil très lourd et très difficile à manipuler. Alors on s'en servait à deux, le compagnon qui poussait et qui guidait, et l'apprenti qui tirait la cheville. Et quand c'était trop long, on mettait une corde et l'apprenti tirait en bout de l'établi. Là, c'est une autre galère. Regarde comme elle est belle. La croix de Malte, la tête sculptée, les poignets rapportés, et toujours la cheville pour l'apprenti. En fait, nous avons 3 sortes d'outils. Nous avons tout d'abord l'outil du paysan, qui était fait avec le peu de moyens dont il disposait. Regarde cette poignée, c'est une branche de noisetier. Et puis, il marquait ses outils au fer rouge. Donc, on ne pouvait pas lui les voler. Regarde cet autre outil qui est en frêne,
avec la poignée intégrée et il a creusé le fut pour pouvoir mettre sa main. Après, on va trouver l'outil du menuisier, qui lui est bien plus élaboré, bien sûr, puisqu'il avait les outils pour en faire d'autres. Regarde la beauté de l'entonnoir. Et ils avaient l'habitude de mettre les initiales et l'année de sa fabrication, mais toujours la cheville pour l'apprenti. Ce profil que tu vois, c'est un profil d'assemblage d'encadrement. Et on arrive au troisième, qui est l'outil de l'outilleur, qui a commencé à être fabriqué à la fin du siècle dernier, puisqu'il y avait déjà quelques machines. Regarde la forme de la trémie, si c'est beau. Et ça, 3 fers, un outil d'encadrement. Là-dessus, nous avons ce qu'on appelle les couleuvres. C'est en fait des feuillerets. Ces feuillerets servent, comme son nom l'indique, à faire les feuillures. Et regarde, la poignée, la butée, pour que les 2 bras puissent travailler. Toujours pour éviter de la peine. Il est en charme. Et je peux te dire qu'avec ça, on faisait de beaux copeaux. Alors j'ai un châssis à croisillon à faire. Alors, je vais faire d'abord les purs à main levée pour me rendre compte des proportions. Tu vois, comme je guide avec mon doigt. Donc un beau rectangle, des montants et des traverses. On va leur mettre 50 mm de large. Et le croisillon, 35, ça ira très bien. Maintenant, nous allons attaquer le plan suivant. À l'aide du trait d'art, je trace les épaisseurs des montants et des traverses. Maintenant, partant du point de référence, 75. Ici, et 45, là. Un coup d'équerre. Montant, traverse. Montant, traverse. Maintenant, il va falloir passer le petit bois. C'est-à-dire le croisillon qui doit venir au milieu des montants et des traverses. On est bon. On se reporte de 35. Et là, on est parfaitement à l'axe. Bon, Morgane, on va débiter nos bois pour faire l'autre châssis. Alors, il faut d'abord s'assurer, bien sûr, si ton bois il est sec. Il y a plusieurs façons de s'assurer si un bois est sec. Et d'abord, la main. Touche. Qu'est-ce qu'on pense? Il est sec. Puis il y a la couleur des museaux. Ça, c'est du bois qui est resté longtemps en l'air. Et puis, t'as entendu le bruit? Il est clair. On le trace jamais sur une planche où il y a de la poussière. Ça se respecte. Voilà. Tu vois ce nœud là? Regarde où il est. T'as vu? C'est là qu'il faut faire attention. Là, tu vois, il y a la pipe. C'est tordu, on ne peut pas tirer du montant. On va donc couper là. 2 montants 75, nous allons les tirer ici. Les traverses qui font que 45, on va les tirer ici. On va éliminer le pied. Mais ce qu'il faut faire, c'est toujours débiter le bois dans le sens qu'il a poussé. Il ne faut pas tirer les traverses comme ça. Elle va tourner ta traverse. On va la tirer dans ce sens-là. Tu vois? Regarde. Voilà, deuxième traverse. Et bien, on va consoler. Allez, tire. Allez, on va pouvoir les faire les fentes à l'établi. T'as vu le sillage à l'allemande? Même mouvement que la scie de long. Pour
faire du bon travail, il faut que nos outils coupent. Alors on va commencer par affûter l'assiette, nous. Avec cet outil qui s'appelle le tourne à gauche ou le bas-voie, je vais lui donner de la voie. Une dent à droite, une dent à gauche, une dent à droite, une dent à gauche, une dent à droite, sur toute la longueur de la lame. Voilà. Maintenant qu'on a fini le voyage, on va procéder à l'affûtage. On remet la lame en place. Ça, c'est un tire-point. C'est ce qui va nous servir à affûter les dents. N'oublie pas qu'il ne doit jamais revenir en arrière. Écoute. Je vais te montrer comment on affûte un fer Drabot. Tout d'abord, on affûte toujours sur une meule à grès. Moi, je vais me pointer avec mon angle de 30 degrés. Alors maintenant, on va faire tomber le fil. Pour faire tomber le fil, on se sert d'une pierre à huile. Et dès que c'est fini, le poil doit tomber. Fais-moi voir ça un peu. Alors, ça coupe, hein? Ça coupe. Lève la griffe. Régler le fer. Tu vois, par tâtonnement à l'œil, tu mets plus ou moins le fer. Et on attaque. Allez, on va contrôler le gauche de notre plat. Mais ça a l'air très bien allé tout ça. Maintenant, l'éclairage de notre champ. Parfait. Pas de jour. On peut tracer l'épaisseur. Passe-moi le trusquin. Alors, on avait dit 23. « 50 pour la largeur. Et maintenant, quartier, le champ. Alors voilà, c'est nous qui allons mouiller la meule. Hein? On a bien gagné. Tiens, petit Bois. Je vais t'expliquer comment ça se passait avec les anciens. Bon. Quand ils te disaient, mouille la meule, on allait chercher à boire. On leur présentait la bouteille. Ils chiquaient, ils enlevaient leur chic. Chiquet? C'est parce que c'est chiqué. Ils chiquaient du tabac. Ils enlevaient leur chic, ils buvaient, et après, il fallait boire un peu. Pour être un homme, c'était comme ça que ça se passait. Puis, les outils. Tous nos outils, ils ont une âme. Alors maintenant, on va établir les bois. Ça sera leur position définitive dans l'ouvrage, et ça sera le plus beau côté qui s'appelle le parement. Je vais le diriger vers le haut. Comme le fil d'un arbre. Absolument. Tu vois, ce signe séculaire m'indique monte en haut droite, monte en haut gauche. En ce qui concerne les traverses, c'est la même chose, plus beau côté. La cloche haut, milieu, bas. On va piquer avec la pointe à tracer. Alors, le point extérieur, intérieur, le petit bois et la deuxième traverse.
Maintenant, je vais tracer mes mortaises. Le petit bois. J'en profite pour tracer mon épaulement. Et un coup de bleu pour définir la longueur de ma mortaise. Maintenant, je vais tracer les mortaises et les tenons. Alors, à l'aide du trusquin, dont la table sera toujours contre le parement. On va attaquer les tenons. Alors, pour faire un tenon, on part du point supérieur et on descend le trait jusqu'à l'arasement. En diagonale. Première opération. On tourne le bois et on descend la joue jusqu'à l'arasement à l'horizontale. Eh bien, tu vas essayer. Merci. Donc tu vois, pour faire une bonne mortaise, il faut absolument que ta lame soit parallèle à la face. Et tu laisseras 3 mm de talon pour ne pas manger le trait. Et tu peux commencer. Un coup à la verticale et tu dégorges. Arrivé au milieu, je retournerai le montant pour faire la mortaise débouchante, dans lequel viendra s'ajuster le tenon. Ça, c'est une plaque de colle à chaud. Colle à chaud, c'est de la colle d'os. Colle d'os. Colle d'os, c'est issu des os. Il y avait des gens qui récupéraient les os sortis des abattoirs, qui les faisaient bouillir et récupéraient la gélatine. On la mettait dans une boîte à colle, on allait faire des éclats. Tiens, tu vas taper là-dessus. Allez, on met les éclats pour faire tremper. Tu as vu ce ferré s'il est beau? Une butée de profondeur, une butée de largeur. On va attaquer la feuillure. Tomber nos arasements. Bien, voilà le tenon. On va pouvoir assembler le montant gauche. Le montant droit. Poil de gauche. C'est beau ça. Prêt à coller. Là-dessus. Alors toi tu vas prendre le pinceau, tu vas t'occuper des tenons et moi je vais m'occuper des mortaises. On y va? Allez. C'est parti. Ah, il faut se dépêcher, autrement ça va cailler, hein, petit. N'ayez pas peur que si ça brûle, ça fait rien. Hein. Ça dure une seconde. Allez, c'est bon. T'as vu comme elle épaissit déjà? Hein? Ça pardonne pas, tu sais, la colle à chaud. Hein.
Et toujours qu'il faut courir après la colle. C'est rejoint. Et cale le plus près possible du tenon. Hein. C'est bon? C'est bon. Allez, l'autre, vite. Et du tenon. Parallèle, hein? Parallèle à la traverse. Vraiment, on va avoir du faux équerre. Là. Allez, un coup d'équerrage. Oulala. Reprends. Alors, t'as compris pourquoi on nous appelle les protocoles maintenant, hein? Je comprends beaucoup mieux. Ouais. Bon, maintenant tu me passes vite le fer. Oui, on va la faire cracher, tu vas voir. Elle revient là. Tu la vois revenir. Hein, comme ça, notre assemblage, il sera propre. Au lieu de coller, on aurait très bien pu cheviller. Et on se serait servi pour faire les trous du vilebrequin. Sais-tu comment ça s'appelle cette partie-là? La conscience. Sur la main. Ah, tu m'aurais pas un torse dans les tibias. Dès que je suis dur, je suis tendre. Comme des filets de bœuf. J'ai rien dit. Oh, faut être réveillé. Wow. Droit. On n'a plus rien voir comme marque. Voilà. Et maintenant, un coup de racloir. Tu connais ça? Chien de mer. Touche. Ça rappe. Et ben on va s'en servir pour poncer. Cale de liège. Dans le fil. On a employé des teintes naturelles, minérales et végétales. Acajou, terre de sienne, brode de noix, extrait de cassel, tu vois. On faisait fondre nos granulés dans de l'eau. Et après, au moyen d'une éponge naturelle aussi, on passait notre teinte. On prépare notre pot de cire. Et après, on va les faire fondre au bain-marie avec de l'essence térébenthine. Et voilà notre cire bien chaude. Tu vois qu'il faut toujours passer dans une température ambiante parce que tu vois, elle caille vite. Brosse à plein de doigts. Brosse chien d'air. Chiffon de laine. Regarde si ça va vivre. Un jour peut-être, poseras-tu comme moi ton outil en pensant aux mains qui l'ont tenu avant toi, à celles qui le tiendront demain. Vois ce merveilleux livre d'histoire, cet arbre de 500 ans. Il a connu les guerres de notre siècle, la Commune, la Révolution, la Renaissance, François Ier, Henri IV. Il a poussé comme il a pu, contre le froid, le vent. Il a cherché le soleil le jour, les étoiles la nuit. Sans doute me dit-il de ne jamais fermer la dernière page de mon récit.